Mardi 4 novembre, bienvenue, nous sommes sur l'esplanade du TNN, le Théâtre National de Nice. Bonsoir Virginie. Bravo monsieur, bonsoir, bonsoir tout le monde. Et nous allons passer la semaine à l'intérieur de ce théâtre, dans la grande salle de spectacle. Et nous allons parler évidemment de spectacle, mais aussi de musée. Aujourd'hui par exemple avec Jean-Pierre Barbero, c'est le directeur du musée Masséna. Et au-delà d'être un musée, c'est d'abord une des plus belles villas du 19e siècle, encore présente sur la promenade des Anglais. On vous parlera de l'histoire de cette villa et on en fera le tour du propriétaire dans quelques minutes. Mélanger le monde de l'art à celui de l'entreprise, eh bien c'est l'ambition de l'atelier galerie de Sadé qui est pas très loin, qui est rue Bonaparte, et c'est celle qui a créé cet atelier galerie. Oui, j'ai un petit peu de cheveux dans la bouche, qui nous en dira plus tout à l'heure dans la deuxième partie. Et puis c'est le foie gras qui sera à l'honneur dans notre assiette ce soir avec le chef Frédéric Galland. Et le foie gras, Eric, on a retrouvé des traces, figurez-vous, dans les tombes de Saqqara en Égypte. Toute une histoire qu'on vous racontera aussi tout à l'heure après les titres qui font l'actualité ce soir. A tout de suite. Nous sommes de retour en ce mardi sur la scène de la salle Pierre Brasseur. Nous sommes au Théâtre National de Nice et c'est là que nous vous rejoignons toute cette semaine avec nos invités qui foulent également cette scène. Un invité qui connaît bien la scène, mais plutôt la scène de l'opéra, puisqu'avant d'être à la Villa Masséna, il est passé par l'Opéra de Nice. C'est Jean-Pierre Barbero que vous découvrez à l'image. Aujourd'hui, il vit dans la Villa Masséna. Et oui, quel bonheur, sur la promenade des Anglais, l'une des dernières villas du 19e siècle, qui est aussi un musée dans lequel on met en valeur Nice et notre région. Et on va parler tout d'abord de cette villa avec lui dans un instant. Mais juste avant, on part en cuisine. Virginie, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui ? On va préparer de très bonnes choses ce soir encore. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter Jean-Pierre Buffo. C'est le sommelier de la grande émission toute la semaine. Alors que Jean-Pierre, il faut quand même le dire, il est à la retraite et c'est pas une blague depuis le 1er avril. C'est ça, oui, tout à fait, depuis le 1er avril. Alors je m'occupe un peu plus de l'association des sommeliers de Nice, là, qui regroupe un petit peu les cavistes, tous les professionnels du vin, y compris les représentants, et les gens du métier, les sommeliers du métier. D'accord, je le disais hier, vous êtes membre de l'association des sommeliers Nice Côte d'Azur-Provence, mais aussi de l'association monégasque des sommeliers. Oui, tout à fait, oui, par plaisir, quoi, par plaisir sur les deux associations, qui sont un peu frères, un peu cousines aussi, voilà. Jean-Pierre, on aura le plaisir de se retrouver un petit peu plus tard dans l'émission avec de bons conseils comme toujours. Et ce soir, c'est Frédéric Galland, bien sûr, notre chef fil rouge cette semaine qui va nous accompagner. Frédéric, on va parler d'un produit dont les plus anciennes traces remontent à 4500 ans dans l'Égypte ancienne. C'est dans les tombeaux de Saqqara qu'on en a retrouvé des traces du foie gras. Et la France est le premier producteur mondial. C'est ça, exactement, devant la Bulgarie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc on est les premiers producteurs de foie gras. Donc, et c'est très bien parce qu'il faut acheter notre foie gras, bien sûr, hein, ne pas aller chercher ailleurs ce qu'on a de bien chez nous. Bon, les principales régions où on trouve du foie gras? Alors il y en a un petit peu partout en France maintenant, on en fait même de l'Alsace maintenant jusqu'en Aquitaine, mais le meilleur c'est le foie gras du sud-ouest. Voilà, c'est là où on en produit le plus. Bon, c'est celui que vous nous avez apporté ce soir, je crois. Avant d'y revenir, il y a aussi plusieurs catégories de foie gras, il faut le souligner. C'est ça, donc on a le foie gras tout venant, on a le foie gras premier choix et le foie gras extra. Alors, tout venant, ça va être un foie gras qui sera un petit peu taché de sang, où les veines seront un petit peu plus épaisses. Voilà, c'est un petit peu le bas de gamme, on va dire, du foie gras. On a le premier choix qui sera un petit peu plus joli, moins de taches de sang. Et l'extra, c'est le foie gras qui sera vraiment très beau, très propre, très net. Et puis ensuite, il y a différentes façons, bien sûr, de le cuisiner. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'accompagner de salé, de sucré. Il y a le cru, le mi-cuit, j'allais dire, le mi-cuit et le cuit. Cuit. Exactement, voilà, tout à fait. Alors, on peut le faire de plein de façons différentes. En espuma aussi, comme hier. Par exemple, dans le siphon, on peut le faire en pressé, on peut le faire poêlé, on peut le faire comme aujourd'hui, une technique qu'on n'a pas l'habitude de voir poché. Voilà, là, on va le pocher en l'occurrence dans un bouillon. On pourrait le faire aussi dans du vin rouge. Enfin, voilà, il y a tellement de façons de le faire que c'est vraiment super. On ne va pas s'ennuyer ce soir encore en cuisine. Vous l'avez compris, Eric. On va se retrouver dans un petit moment. En attendant, eh bien, on vous retrouve, vous, en compagnie de notre invité fil rouge, bien sûr. C'est Jean-Pierre Barbero qui est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et vous allez voir, il est passionnant. Il est directeur de la Villa Musée Masséna, installée dans l'une des dernières villas du 19e siècle, villa de prestige sur la promenade des Anglais. Et on va découvrir avec vous, bonsoir tout d'abord Jean-Pierre Barbero, bonsoir. L'histoire de cet édifice du 19e siècle. Rapidement, une promenade des Anglais, sans promenade. Des Anglais qui décident de créer un chemin
pour éviter d'aller jusqu'aux Ponchettes. C'est trop loin les Ponchettes. Bah oui. Donc on va faire quelque chose de plus près. Puis des hivernants qui arrivent, qui décident de construire des villas. On y est bien. Et puis on est dans des villas, mais pas pour la mer. Hein. On ne va pas aller à la mer. Donc ça, c'est vraiment pas possible. Tout à l'heure, on ne tourne pas vraiment la maison vers la mer. On ne va pas tourner vers la mer. Et puis une fois qu'on est là, on construit. Et là, on a cette chance d'avoir des hôtels comme le Negresco et la Villa Masséna à côté. Ouais. Voilà, alors cette villa que vous pouvez visiter si vous le souhaitez, n'importe quand dans l'année, puisqu'aujourd'hui c'est un musée. On verra tout à l'heure les pièces principales, hein, celles qui sortent du commun de cette Villa Masséna. Mais juste avant, il y a une anecdote. Quand on va être dans cette villa, il y a la salle à manger. Et puis à côté de la salle à manger, il y a une verrière. Et dans cette verrière, il y a des plantes. Et ça, c'est une première en France à l'époque. On est donc dans les années 1898-1900. C'est la première fois qu'on fait rentrer en gros le jardin dans la maison. Les Français sont des personnes qui, au départ, ne rentrent pas le jardin dans la maison jusqu'au 19e. On a réussi, on n'est plus paysan. Alors si on n'est plus paysan, il n'y a pas de raison de mettre la terre. Voilà. On a nos jardins à l'extérieur, on est bien, on est heureux. Et puis les Anglais, eux, vont partir dans les colonies, vont récupérer des plantes exotiques et on les met où ? Comme des Picasso, on les met dans la maison. Si on met les plantes à l'intérieur, ça devient intéressant. Et nous, on est sur la promenade des Anglais, on va faire comme eux, ou peut-être qu'ils vont nous copier sur certains points. Mais dans tous les cas, on va avoir la chance, à la Villa Masséna et dans d'autres villas, d'avoir ces jardins d'hiver qui vont à la fois intégrer des plantes exotiques et amener la lumière dans les pièces. Voilà, Jean-Pierre Barbero, c'est un directeur, un conservateur de musée comme on les aime, c'est-à-dire qu'ils font vivre l'histoire du lieu dans laquelle ils sont tout au long de l'année. Ça a toujours été aussi un lieu de grande fête, hein, la Villa Masséna. C'est là où on avait les grandes semondes, des grandes réceptions, hein, à l'époque des propriétaires. On rappelle qui étaient les propriétaires. C'est la famille Masséna, les descendants du maréchal d'Empire. Alors on a des grandes réceptions, mais c'est une villa à vivre. On n'est pas dans des salons de réception. Non. On a une famille qui est là avec 60 personnes pour les entretenir, hein, pour pouvoir tenir la maison. 60 personnes, non, 60 ça fait un peu domestiques. beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 1917, au moment où il y a les droits de succession, ils vont donner la villa à la ville de Nice, et avec 3 obligations. Un, que le jardin reste ouvert au public, que les salons restent tels qu'on les voit aujourd'hui, avec le mobilier, et qu'on crée un musée d'art et d'histoire au 1er et au 2e étage. Bien. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est encore un lieu où on reçoit les grandes semondes. Hein. Ce ne sont plus les Masséna, mais ce sont par exemple les présidents, président chinois qui est passé par là en 2008. En 2008, on a eu la chance d'avoir la rencontre du président français, du président chinois. On a des personnalités qui viennent du monde entier et qui sont reçues dans ces espaces, dans ces salons. Voilà, dans ces espaces, ces salons où l'on sert sans doute champagne et vin. Ça arrive, j'imagine, régulièrement. Avec encore. Modération quand même, mais avec le foie gras, pourquoi pas. Alors si je vous dis qu'on parle de champagne et de vin, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va tout de suite partir sur un reportage signé Ilan Dehé pour la success story d'une enseigne typiquement azuréenne. On aurait pu penser que c'était une enseigne nationale banale, mais non, c'est ici qu'elle a été créée. Ça s'appelle Amour Vinum et Ilan Dehé est allé rencontrer les propriétaires. Alors, le concept est venu de mon expérience, puisque je suis Saint-Émilionnais et j'ai été élevé par un père qui était marchand de vin. Je suis venu m'installer à Nice en 2003, j'ai ouvert ma première boutique en 2003 et j'ai ouvert 5 boutiques à Nice depuis. Alors le concept, il est basé sur une boutique contemporaine des vins et du goût, comme je les appelle, parce que j'ai voulu décaler un petit peu le style des caves que l'on peut retrouver notamment à Saint-Émilion. Alors j'ai basé ma décoration, mon concept sur la décoration, sur des objets surprenants quand vous venez dans nos magasins, sur l'odeur aussi, puisque nous avons dans les odeurs un diffuseur qui permet d'identifier notre boutique, et également sur la présentation des bouteilles et que nous avons épuré de manière à laisser place au vin. La décoration est faite par un peintre de Nice qui s'appelle Patrick Moya. Et nous avons des très beaux paquets cadeaux. C'est un petit secret, mais c'est vrai qu'on a une façon de faire le paquet qui est assez surprenant. Et on a la chance d'avoir une finition, notamment sur une boucle, qui est assez belle. Et qui, en plus, au final, nous ajoutons une petite touche personnelle qui est le parfum. Nous avons une gamme de vins de propriétaires.
qui permet d'avoir une gamme de vins de 2 € jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et nous avons également un large choix de cognac, armagnac, whisky, rhum. Déjà, on a 5 magasins dans Nice. Ça permet aux clients, selon le quartier où ils se trouvent, de se dépanner ou de venir faire leurs courses chez nous, d'avoir toujours un vin quotidien à leur table ou un cadeau à offrir s'ils sont invités au dernier moment ou s'ils ont prévu. Et puis après, donc c'est une clientèle niçoise et on a une très belle et grande clientèle étrangère. On va certainement développer d'autres boutiques puisque le concept plaît et on voudrait peut-être créer des nouvelles boutiques à l'extérieur de Nice et peut-être à l'extérieur des frontières de France. Donc ça, c'est en projet et c'est un projet qui me tient à cœur puisque la marque, c'est vrai, Amour Vinum est devenue une marque et on a quelques investisseurs qui pourraient s'intéresser à développer cela. Voilà, oui, on aurait aimé entendre la fin, c'est des investisseurs qui vont s'intéresser à développer cette marque, donc typiquement niçoise, Amour Vinum, voilà, que l'on découvrait par le biais de cette success story, comme on l'appelle dans la grande émission. Nous a rejoint sur le plateau Caroline Paul. Bonsoir Caroline. Bonsoir Eric. On va parler d'un grand événement dans un instant avec vous, international au niveau de la mode. Complètement. Bon, restez bien avec nous, on vous en dit plus dans 3 petites minutes. Pendant ce temps-là, Jean-Pierre Barbero est notre invité tout au long de cette émission. C'est le directeur de la Villa Masséna. Et on va faire maintenant le tour du propriétaire de cette Villa Masséna, à commencer par son implantation. L'entrée principale de la villa n'est pas tournée vers la mer. Alors ça peut surprendre le touriste ou l'Azurien qui va venir visiter la villa. Pour quelle raison, au 19e siècle, on ne tournait pas les maisons vers la mer? Alors, on construit non pas sur la promenade, puisqu'elle n'existe pas. Non, c'est un vieux chemin de cailloux, quoi. Hein. On construit, elle est en train de se construire, la promenade, mais on construit vers la ville. On participe à la vie urbaine. Ouais. Donc, notre villa, elle a un accès sur la rue de France. Voilà. Et c'est là que les cochers venaient avec les carrosses, etc. Exactement. Et c'est pour ça qu'on l'a créé ici, cette entrée. Et donc, la façade principale est tournée vers cette, j'allais dire, petite rue de France. Hein. C'est pas pour ceux qui habitent la rue de France qui vont dire, elle est pas petite, ma rue. Mais c'est-à-dire que ça pourrait être une superbe vue mer sur l'entrée principale. Non, on a le côté ville, en fait. Il ne faut pas oublier que c'est la route nationale 7. Hein. Ouais. À la base, oui. À la base. Ouais, c'est donc l'actère principal. Et donc, lorsqu'on rentre, on va rentrer du côté de l'actère principal de la ville. Alors, cette Villa Masséna qui a été rénovée entièrement dans les années 2000 jusqu'en 2007, 2008, avec quel type de rénovation parce que vous avez dit qu'il fallait garder quand même dans son jus la salle à manger, par exemple. Ça, c'était Masséna qui l'avait demandé. On a rénové. On n'a rien repeint. Vous avez une villa, des salons tels qu'ils étaient en 1917. Alors, ils ont vieilli, ils passent, mais en fait, on va le découvrir tel que la famille pourrait y vivre aujourd'hui. Ouais. Donc, lorsque vous regardez le parquet, il n'a jamais été poncé. Il est ciré toutes les semaines. Les peintures n'ont jamais été refaites. Vous avez un plafond qui est d'époque. D'accord. Mais ça veut dire même pas retoucher un tout petit peu, même pas retoucher un donc petit légèrement défraîchi, alors. Défraîchi, les salons Masséna défraîchis. Non, je ne sais pas. Non. Là, il y a quelque chose qui... Non, il y a une vie. Il y a une vie, mais aussi une qualité, parce que tous les salons, c'est par exemple des boiseries. Ouais. Les boiseries qui viennent du château de Gauvonne, qui était près de Turin. Et donc, on a une qualité de matériaux, une qualité de construction qui fait que aujourd'hui, ça vieillit bien. Jean-Pierre Barbero, restez avec nous. On va continuer à visiter cette maison avec une bibliothèque, la bibliothèque Cessol. Vous nous direz pourquoi la bibliothèque Cessol est dans la Villa Masséna. Une horloge un peu particulière aussi qu'on verra avec vous. Mais juste avant, place à la mode et notre déesse de la mode. Et là, c'est Caroline Paul qui va nous parler d'un événement international au niveau de la mode. Qu'est-ce que c'est cet événement? J'adore quand vous m'appelez déesse de la mode. Je tiens à le souligner. Toutes les semaines, je trouve un qualificatif. Dites-moi, Caroline. Alors, dans 2 jours, aura lieu un événement de la plus haute importance fashionista. Alexander Wang, donc une collaboration entre le créateur Alexander Wang, qui nous vient de San Francisco, qui est le directeur artistique de Balenciaga depuis 2012, une collaboration avec le géant suédois à 2 initiales. Voilà, c'est ça.
ça. Et donc, c'est une collaboration importante puisque c'est la première fois qu'un Américain collabore avec cette marque. Donc, on va voir peut-être une petite photo d'Alexander Wang. Oui, c'est vrai, on vient de le voir. Voilà. Et donc, c'est dans cette enseigne à deux lettres que vous disiez, qui est suédoise. C'est écrit en rouge et pas en jaune et bleu. Voilà. Donc, c'est l'autre marque suédoise. Vous voyez, exactement. Quel suspense, série. Alors, je vous ai ramené une petite vidéo qui date du 17 octobre, puisqu'il y a eu un teasing de fou autour de cette collaboration. Et puis, c'est un petit défilé qui nous montre toutes les tenues que l'on pourra acheter dans 2 jours, donc. Dans ce magasin de prêt-à-porter suédois. Donc, alors, voilà. Lors de ce défilé, on a eu quand même pas mal de stars qui sont venues sur une musique de Mary J. Blige. On a pu apercevoir Dakota Fanning, Jessica Chastain et la très jolie Kate Mora de House of Cards. Vous regardez House of Cards? Ah, moi, je regarde House of Cards. J'aime beaucoup cette série sur Canal+. Alors, comme vous le voyez, il y a aussi bien des tenues femmes que des tenues hommes. Et bien sûr, ça sera pour les sportifs. Alors, ah oui, ce sera plutôt des tenues sport, ville mais sport. Mais je pense que vraiment, Alexander Wang, c'est le seul cette année qui se démarque un petit peu. On a du néoprène, on a des matières un petit peu techniques qu'on ne retrouve pas dans la mode actuellement. Et la première à avoir eu la chance de porter les tenues que l'on va retrouver dans 2 jours, c'est notre jolie Rihanna. Ah oui. Voilà, qui l'a porté dès cet été. Oui, version exactement. H&M. Hop, je l'ai dit. Voilà. Dit, c'est dit. Alors juste, fashionista, il faut vous lever très très tôt le matin. C'est le premier conseil que je pourrais vous donner. Il va y avoir une queue d'enfer. C'est comme les soldes, les premiers jours des soldes. À Paris, pour vous donner une idée, en général, elle se présente à 2 h du matin. Donc voilà, venez vers 6 h du matin et discutez pas avec la voisine, vous risquez de vous faire piquer votre place. C'est tout ce que... c'est horrible. Attention, la voisine avec des talons aiguilles comme ça, et qui peut vous piquer votre place, ça peut faire très très mal. Donc c'est après-demain et dès l'ouverture du magasin, donc il faut se pointer genre une bonne heure avant l'ouverture. Exactement, et il faut savoir aussi qu'on a à peine un quart d'heure pour choisir les vêtements que l'on veut et aussi les tester. Donc il faut vraiment aller très très vite. Très bien. Moi je suis comme plein de téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de regarder. Enfin, et ben ce sera sans moi. Hein, voilà. Merci beaucoup en tout cas, Caroline. Alexander Wang qui sera donc en vedette à partir de après-demain, donc ce jeudi 6 novembre, dans tous les magasins H&M qui participent. Il y en a 250 à travers le monde. Et ici, sur la Côte d'Azur, on en a 2, je crois. Hein. Exactement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous allons repartir dans la Villa Masséna dans un instant, mais juste avant, un point en cuisine. Ça se passe comment, Virginie ? Ça avance, ça avance. Je vous rappelle que le produit phare ce soir, c'est le foie gras. Et Frédéric est tellement absorbé par la recette qu'on le retrouvera un petit peu plus tard avec notre sommelier, Jean-Pierre Buffo. On va s'intéresser au vin bio. C'est l'heure de notre truc et astuce. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du vin bio, mais comment s'y retrouver ? Voilà, alors il existe plusieurs manières de s'y retrouver. Le mieux, c'est de lire quand même l'étiquette. Vous avez un certificat Écossaire qui vous communique l'exactitude du vin bio. Maintenant, le vin bio est une assurance de biodiversité, mais ne garantit pas une qualité. Il existe des vins qui sont élaborés en biodynamie, qui est une source un petit peu plus naturelle de vinification, qui n'ont pas l'accord de bio, mais qui sont très agréables et qui peuvent apporter beaucoup plus de finesse que certains vins bio, qui ont quand même quelques pénurie et de mal à vieillir, dirons. Ah d'accord, pour vous c'est ça le problème du vin bio aujourd'hui ? Tout à fait, le vin bio aujourd'hui est très bien cerné dans sa qualité, mais pas forcément dans son vieillissement. Donc si on achète du vin bio, c'est plutôt pour l'utiliser, le consommer tout de suite, quoi. Rapidement, oui. Disons dans les 5 années, il faudrait consommer un vin bio. Bon, et de bons vins bio, par exemple, vous en trouvez où ? On peut en trouver de partout. Vous avez d'excellentes caves qui vous fournissent de bons vins bio, qui sont réputés pour ça. Après, vous en avez même maintenant dans les supermarchés. Vous trouvez ça un petit peu de partout. C'est très agréable parce que ça revient à des prix raisonnables. C'est des prix raisonnables. Et vous avez des vins qui sont très goulayants au contact, très appétissants. Voilà, et qui peuvent s'adapter aussi à toutes les cuisines, y compris la cuisine de notre chef. Goulayant, vous m'avez appris un mot. Oui, tout à fait. C'est un vin qui est très agréable à boire tout de suite et qui laisse un bon souvenir, même s'il n'a pas beaucoup de longévité en bouche. Bon,
Parfait, très agréable en tout cas d'être avec vous. Messieurs, on va se retrouver juste après le journal, n'est-ce pas Eric? Oui, l'émission est goulayante également pour tous ceux qui aiment l'histoire. Depuis le début, on se régale avec notre directeur Jean-Pierre Barbero, directeur du musée Masséna, de la Villa Musée Masséna. On va continuer à la découvrir. Et puis en deuxième partie, nous ferons également un tour en cuisine pour déguster ce que vous êtes en train de nous préparer. Restez bien avec nous, on se met en appétit et d'ici là, on regarde les infos. À tout de suite. Deuxième partie de la grande émission depuis le Théâtre National de Nice. Notre invité, c'est Jean-Pierre Barbero qui sera là en deuxième partie pour nous rappeler le concept de ce musée après avoir visité la Villa Masséna, l'une des plus belles villas du 19e siècle encore présente sur la promenade des Anglais. Et puis juste avant de se replonger dans cette villa de toute beauté, eh bien la cuisine, elle n'est pas mal non plus ce soir la cuisine, Virginie, c'est joli. Elle est pas mal, d'autant qu'on est très bien installé depuis hier sur la scène du Théâtre National de Nice, Eric. Alors c'est Frédéric Galland, notre chef fil rouge cette semaine, et on vous parle ce soir du foie gras. Alors bien sûr, c'est un des produits phares de la gastronomie française, ça, Frédéric. Exactement, ça fait partie quand même des plus beaux produits et une des spécialités françaises. Le foie gras, on le retrouve souvent sur nos tables pour les fêtes ou pour des belles occasions. C'est un produit qui est devenu quand même assez abordable, c'est plus si excessif que ça. Et puis un petit conseil, c'est d'essayer de le faire à la maison soi-même, quoi. C'est ça, parce qu'alors il est synonyme de fête, mais finalement on peut en faire tout au long de l'année, en consommer du foie gras tout au long de l'année. C'est, on le disait tout à l'heure, la France qui est le premier producteur, mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut le faire à la maison. Tout à fait, on peut le faire à la maison. C'est pas si compliqué que ça en fait, pour le coup. Je donne des cours d'ailleurs les 2 week-ends juste avant les fêtes de Noël au restaurant pour si jamais il y en a qui sont intéressés. Donc on rappelle, c'est Parcours Live et c'est à Falicon, votre restaurant. Exactement, c'est ça. Donc c'est pas très compliqué. Il faut juste assimiler une bonne technique pour l'événage, parce qu'il y a de la veine, donc ou alors vous pouvez même l'acheter événé. Après, il y a un bon assaisonnement qui est important, si on veut le faire mariner ou non. Et après, il y a une technique de cuisson que là, je pourrais vous expliquer justement au cours, qui est très très simple, ça dure 6 minutes et c'est quasiment immanquable. Voilà. Vous allez tout m'expliquer. On le rappelle, le foie gras, il est issu de l'élevage et du gavage des oies et du canard. Qu'est-ce qui va faire la différence justement entre ces 2 foie gras? Alors, pour les vrais amateurs de foie gras, je pense qu'on commence sa carrière d'amateur de foie gras par la dégustation de foie gras de canard, qui est quand même beaucoup plus puissant en goût. C'est un foie qui est beaucoup plus petit. Le foie gras d'oie est forcément plus gros, parce que la bête est un peu plus grosse quand même. Voilà, mais par contre, au niveau goût, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin. On est vraiment dans la finesse là sur le foie gras d'oie. Voilà, donc en général, on finit notre carrière d'amateur de foie gras sur l'oie. Donc ce soir, on est moins dans la finesse, si je vous suis bien, puisque c'est du foie gras de canard que vous nous avez apporté. Oui, bon, on est quand même sur quelque chose d'assez fin, puisqu'on va le pocher dans un petit bouillon. Donc là, on a bien travaillé quand même depuis tout à l'heure. J'ai failli me couper le doigt, mais bon. J'ai vu. Bon, ça c'est un petit manque de technique, mais ça va venir. Vous inquiétez pas. Donc on a préparé un petit bouillon de légumes dans lequel on va pouvoir faire pocher nos petites escalopes de foie gras que j'avais déjà bien sûr pré-tranchées. Donc c'est du foie gras cru, bien sûr. On va le cuire 6 petites minutes dans un bouillon frémissant, tout simplement. On va récupérer nos petits légumes qu'on va mettre dans notre assiette, notre petite escalope de foie gras, un peu de fleur de sel pour amener un peu de croquant, les petits légumes autour, et on aura un pot-au-feu magnifique. Pot-au-feu de foie gras, c'est original ça. Fou ça. Et la petite astuce pour bien accompagner notre foie gras sans partir dans des folies? Alors il y a du sucré, du salé, on peut faire, souvent on marie avec une chutney. Bon, ici on est dans le pays de la figue, forcément un mariage immanquable, c'est le foie gras et la figue. La confiture de figue. Voilà, mais après on peut s'amuser, on peut le faire avec du fruit de la passion, on peut le faire avec du café, on peut le faire avec, on pourrait le pocher dans du vin rouge, enfin voilà, il y a plein de choses. Très très inspiré le chef comme d'habitude. Frédéric, on continue donc notre recette de foie gras au pot-au-feu et on va retrouver tout de suite Eric et notre invité. Et notre invité c'est Jean-Pierre Barbero. Je voudrais juste qu'on fasse un plan en cuisine. Est-ce qu'on peut montrer le vêtement de Virginie s'il vous plaît? Je viens de comprendre un truc Virginie. Non. Que se passe-t-il? Non, vous êtes déguisé en foie gras. En fait, bien. Vous savez, la graisse de canard, c'est jaune comme ça. Depuis tout à l'heure, je me dis...
Je me dis, à quoi ça me fait penser? Ouais, vraiment, vous êtes au top. Merci beaucoup, Virginie, à tout à l'heure, en cuisine pour parler foie gras, et on voit bien de quoi on parle. Mais on va rester dans cette villa musée Masséna, plus sérieusement, avec le responsable du musée Masséna. Quand je dis plus sérieusement, il est pas plus sérieux que moi, parce que c'est un bon vivant, hein. Je vous le dis, Jean-Pierre Barbero, je l'ai senti en préparant l'émission. On va évoquer cette bibliothèque Cessol qui se trouve dans le musée Masséna. Pourquoi la bibliothèque de Monsieur Cessol se trouve-t-elle chez Monsieur Masséna? Parce qu'en 1933, il y a la famille du chevalier de Cessol qui veut nous donner un fonds de livres important. Ouais. Et puis, il faut le mettre quelque part, et normalement, c'est dans une bibliothèque. Manque de peau, le conservateur des bibliothèques de l'époque, c'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation. On croit qu'il veut passer tous les vieux livres au pilon. Vous vous rendez compte? C'est affreux. Ça, c'est une réputation. Donc oui, je pense que ce n'est qu'une réputation, bien que je sois vieux, pas encore à ce point. Et donc, lorsqu'on regarde le problème, il fallait le mettre quelque part. La ville de Nice propose la Villa Masséna, le musée d'art et d'histoire, l'histoire de Nice, l'histoire du département. Le Chevalier de Cessol, c'est un fonds sur des livres du département. Et donc, on a cette chance de pouvoir profiter aujourd'hui d'un musée, d'une collection, d'une bibliothèque. Vous nous avez porté également l'image d'une horloge un peu particulière. On va la voir là tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Lorsque vous regardez cette horloge, elle est charmante. Vous avez Vénus, hein. Ouais. Vénus, Cupidon, l'amour. Que fait Vénus? Elle cache les heures. Elle cache les heures. Donc c'est une horloge, on ne peut pas lire l'heure. Là, on a un souci, c'est que d'un seul coup, on n'a qu'une aiguille. Donc derrière, il fallait trouver quelque chose. Et on a la chance d'avoir une des rares horloges où c'est le cadran qui tourne et non pas l'aiguille. D'accord. Donc c'est ça la subtilité de cette horloge que vous trouverez également à la Villa Masséna. Le concept du musée de cette Villa Masséna, c'est quoi en gros? C'est l'histoire de Nice entre 1860 et la Belle Époque. C'est le moment où on devient Nice français avec le rattachement. Au moment où Nice, qui est un petit village entre la place Masséna, Garibaldi et le port, va commencer à s'étendre. Ouais. C'est le moment où on va commencer à construire nos hôtels, construire notre promenade. Le long de la promenade, parce qu'à l'époque, c'est un peu excentré, c'est ça la Villa Masséna de la ville. Voilà, on est de l'autre côté. Ouais. Aujourd'hui, on serait de l'autre côté du Var. Aujourd'hui, du moins à l'époque, au moment où je vous parle, c'était de l'autre côté du Paillon. C'est ça, derrière, c'était presque des champs. Enfin, il y avait déjà la rue. Mais c'est ce qu'on verra tout à l'heure à cause de la marqueterie. Ouais. En fait, vous aviez des étendues d'arbres, d'agrumes, tout était autour, c'était de la culture. Et petit à petit, les villas se sont construites. Et puis les grands hôtels, et puis on est arrivé au moment des estivants, et on est passé du statut d'hivernant pour le climat à estivant pour la plage. Tiens, en parlant d'estivants, en 30 secondes, une anecdote sur les arrêtés les plus loufoques qu'on pouvait trouver à l'époque quand on était baigneur. On a un arrêté important qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est l'arrêté de la mesure de police de Malocena qui demande aux hommes de porter un caleçon. Voilà. On ne sait jamais. Voilà, ça, il faut un caleçon ou un autre tissu. On n'a pas de difficulté là-dessus, mais quelque chose. Et puis la deuxième, c'est que si quelqu'un se noie, on avait pour habitude de le pendre par les pieds, parce que par ce contexte-là, on pouvait considérer que l'eau allait sortir et que peut-être non, ça ne marche pas. Non. Donc ça choque plutôt les dames avec les crinolines et leur ombrelle. C'est ça, donc on pensait que pendre un noyé par les pieds, ça allait le ressusciter quelque part. Oui, mais non. Voilà. Non, et donc je ne pense pas que nos téléspectateurs vont me croire, donc j'abandonne. On demandait donc à la population d'éviter de pendre un noyé par les pieds, ce qui se faisait de temps en temps, visiblement, à l'époque, sur la promenade des Anglais. Je vous rappelle qu'on est à la fin du 19e siècle. On reste avec vous, calé sur ce 19e siècle et cette Villa Masséna. Mais juste avant, Virginie, on va vous retrouver avec quelqu'un qui est la propriétaire d'une galerie d'art à Nice. Et cet atelier galerie a ouvert ses portes il y a 5 ans. Pour nous en parler, bien sûr, c'est sa créatrice qui est à mes côtés, Gilda Abrami. Bonsoir. Bonjour. Alors, il est un petit peu particulier, c'est vrai, cet atelier galerie, puisque le but, c'est de mêler la communication et l'art, le monde du travail finalement, et le monde artistique. Oui, c'était un parti pris qui était la résultante de 30 années passées dans la communication et avec un hobby très fort qui est la peinture. Donc une réunion en fin de carrière. L'art, ça peut être donc un outil de management ? C'est un vecteur important, c'est un vecteur fédérateur dans les équipes, auprès du grand public, auprès des institutions. Donc aujourd'hui, on fait appel à vous, c'est ça, pour amener de l'art au sein de l'entreprise ?
Oui, ça peut être dans le cadre d'événements ponctuels comme des séminaires, des incentives, mais c'est aussi pour animer des halls d'entreprise, des bureaux, pour apporter la créativité, parce que la créativité, c'est une énergie renouvelable. Et plus on est créatif, plus on l'est, quel que soit le domaine d'intervention dans lequel on travaille. Ça peut booster aussi l'esprit d'équipe? Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment important parce que lorsqu'on est dans une démarche créative, on le voit dans les centres R&D qui conduisent à l'innovation. On est dans un siècle de grandes innovations, justement, notamment en informatique, et puis pas que, dans le domaine de la santé, de l'énergie. Tous ces domaines sont des domaines qui apportent des innovations très importantes au niveau du grand public. Et très souvent, on oublie que ce sont des gens qui ont osé rêver, aller plus loin que ce qu'ils avaient dans leur quotidien. Gilda, vous êtes peintre dans cet atelier-galerie qui est situé pas très loin d'ailleurs du TNN, rue Bonaparte, si je ne me trompe pas, à côté de la place du Pain, enfin sur la place du Pain. Sur la place du Pain. Qu'est-ce qu'on va découvrir tout au long de l'année? Alors, des artistes qui viennent exposer leur travail, mais également des rencontres. Ce sont des rencontres philo, des rencontres sur le thème de l'actualité, des rencontres de femmes aussi dans leur dynamique de progrès et d'insertion dans la société. Ce sont aussi des rencontres entre amis. Nous avons fait récemment un vide-dressing de filles, c'était samedi dernier. Nous allons faire prochainement... Demain, à l'occasion du Téléthon, c'est ça? Voilà, une grande manifestation qui a sollicité une fois de plus différents artistes qui ont travaillé sur le thème du cœur et leurs œuvres sous différents formats, que ce soit des toiles, des sculptures, des photos et de la céramique, de la mosaïque. Vous avez combien de mètres carrés? Parce qu'il y a plein de choses. 200 mètres carrés. Ah oui, 200 mètres carrés tout de même. À découvrir. Donc c'est à l'occasion du Téléthon, c'est important de le souligner. Et c'est à partir de demain, mais pendant plusieurs jours, c'est ça? Les 2 jours consacrés au Téléthon. Les œuvres seront vendues au profit des enfants malades, bien sûr. Il y a des artistes de la région? Mais pas seulement? Oui, plusieurs artistes de la région. Et à chaque fois, ils ont une grande générosité envers ces enfants. C'est aussi un grand moment de partage. Gilda, merci. Et justement, pour découvrir cet atelier-galerie, Tsadé, c'est son nom, eh bien, on se rend pas très loin. C'est Place du Pain, donc rue Bonaparte, et c'est ouvert toute l'année. C'est ouvert toute l'année et prochainement, l'atelier-galerie ouvrira un Little Resto. En plus, sera un moment l'art culinaire. Voilà, il manquait ça. À bientôt. À très bientôt. Voilà, le rendez-vous est pris donc pour le Téléthon 2014. Nous, on va rester quelques instants encore dans cette Villa Masséna avec vous, Jean-Pierre Barbero. Vous en êtes le responsable. En ce moment, l'actualité du musée, c'est, et je l'ai découvert en préparant l'émission avec vous, que la marqueterie est quelque chose typiquement niçois, qui s'est exporté, et puis c'est un savoir-faire qu'on a perdu à Nice. En gros, c'est ça l'histoire de cette exposition qui est en ce moment au musée Masséna? C'est refaire découvrir aux Niçois un art qui est lié à l'espace et à la villégiature, à nos hivernants, aux personnes qui étaient ici, qui avaient décidé de ramener avec eux un morceau de notre territoire. Alors, on a quelques images en ce moment de cette exposition. On va y voir quoi exactement? Alors là, lorsque vous avez à l'écran, par exemple, les machines qui ont servi au 19e siècle pour faire la marqueterie, on va pointer, on va découper, on va scier, on va coller. C'est un travail qui est vraiment très pointu au niveau du résultat. On prend du bois, on va arriver par le choix des couleurs. Alors on va choisir le citronnier, l'oranger, le bois d'olivier. Ça, c'est les bois qu'on travaille à Nice quand on fait de la marqueterie. Exactement. Ouais, forcément, puisqu'ils sont autour. Et auquel on va rajouter... Alors là, vous avez la chance d'avoir un très très beau tableau. C'est le sommet de l'art au niveau de la marqueterie. On n'est plus dans une représentation, on est dans un tableau, une œuvre d'art. C'est Defer qui a fait cette œuvre. Et là, on est arrivé à chaque point, chaque feuille, chaque élément de ce tableau. C'est réellement un morceau de bois choisi par rapport à sa couleur. C'est pas peint du tout, c'est des morceaux de bois les uns derrière les autres. Ça a été le summum. Mais en fait, à cause de ce type de travail, on a perdu notre savoir-faire parce qu'on est devenu très cher à la vente. Et alors on a une deuxième étape qui va être la marqueterie peinte. Vous allez avoir dans l'exposition des boîtes en bois d'olivier où dessus on va peindre les décors. Et puis par contre là c'est une boîte historique, la boîte de Marie Basquiat-Chef, l'écritoire, l'écritoire sur lequel elle a écrit son journal. Voilà. On rappelle qui est Marie Basquiat-Chef. C'est un écrivain et on a aussi son autoportrait au musée des Beaux-Arts. Voilà, et qui a beaucoup séjourné ici, notamment dans ce qui est aujourd'hui
aujourd'hui le lycée dont le nom m'échappe. Moi aussi, qui était deux. Ça c'est le théâtre. Par contre, comme ça, on évite de dire qu'on ne sait plus. Voilà, et ça. On va passer sur Malo-Sénat, puisque là, vous aviez les buvards de Malo-Sénat, voilà, première maire de Nice, avec des buvards qui représentent notre aigle, notre symbole, notre ville. Merci en tout cas de nous avoir fait visiter à la fois cette Villa Masséna, votre musée avec cette actualité. On peut voir cette exposition jusqu'à quand? 12 janvier. Jusqu'au 12 janvier et c'est tous les jours. Vous pouvez aussi visiter la maison et ses jardins bien sûr qui ont été complètement restaurés il y a de cela un peu moins de 7 ans maintenant. Merci beaucoup Jean-Pierre Barbero. Vous restez avec nous. On va passer en cuisine dans un instant. Est-ce que c'est fini Virginie? Presque. Hein. On a des sueurs en ce moment avec Frédéric et Jean-Pierre. Déjà, Frédéric, on va rappeler que c'est le foie gras que nous avons mis à l'honneur ce soir. Notre foie gras de canard. Foie gras de canard. Donc là, on a fait une recette qui n'est pas très souvent faite. On a fait un pot-au-feu de canard. Donc on est en train de faire pocher nos petites escalopes de foie gras, là, comme vous pouvez le voir. On a nos petits légumes. On a fait un petit bouillon de légumes avec nos petits légumes du pot-au-feu. On a choisi des petits légumes, des mini-légumes, donc mini-navets, mini-carottes. On a des mini poireaux, j'ai tourné des petits céleri raves. Et on a aussi des petits pois gourmands. Vous voyez, là, le foie gras, c'est 6 minutes, hein, c'est ça? Pas plus. Après, ça ne sert à rien, il va être trop cuit. Donc l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose de bien moelleux. Donc pas trop fort, bien sûr. Hop, on va baisser un petit peu. On fait de la gym aussi en cuisine. Un frémissement. Et puis on va dresser tout simplement notre assiette pour venir déguster cet extraordinaire foie gras. Je vous laisse faire Frédéric pendant ce temps-là. C'est l'heure de l'accord mets et vin. Je me tourne vers vous. Jean-Pierre, qu'est-ce que cela vous a inspiré, ce joli petit plat? Voilà, ça m'a inspiré un vin de Limoux pour changer un petit peu, pour rester un petit peu dans la note sud-ouest. Donc c'est un assemblage de cépages. Vous savez, une quantité de cépages comme Cabernet Franc, Cinsault, Syrah, Grenache. Et vous allez avoir donc tout à fait des notes, vous allez tomber sur des notes de fruits confits, légèrement confits, qui s'adaptent très très bien avec le foie gras. Et puis qui ne va pas dominer trop longtemps le foie gras parce que poché, il a beaucoup de délicatesse, il faut la lui laisser. Vous avez entendu, c'est prêt, chef. On a pratiquement terminé de dresser l'assiette. Juste le prix peut-être de cette bouteille, comme on a encore 10 secondes. Oh, ben c'est toujours dans une gamme de prix raisonnable. Vous êtes entre 7,50 € et 9 €. C'est quelque chose qui est très approximatif et qui peut très bien se faire. Et merci d'y penser pour nos téléspectateurs. Voilà. Jean-Pierre, on aura le plaisir de se retrouver demain pour une nouvelle grande émission. Pendant que Frédéric dresse l'assiette, Eric et notre invité vont venir nous rejoindre pour la dégustation. Regardez, messieurs, comme c'est beau et comme ça sent bon le foie gras de canard. Voilà, alors on va vous dire que ça nous est revenu à l'endroit où Marie Baskirchev passait régulièrement des vacances d'hiver. À l'époque, c'était l'actuel parc impérial. Le lycée du parc impérial. C'est exactement ça. Ça nous est revenu en même temps à tous les deux. On va remercier Jean-Pierre Barbero de nous avoir conté l'histoire du musée et de cette Villa Masséna. Demain, si vous aimez les belles architectures Côte d'Azur du 20e, début 20e, fin 19e, eh bien on sera sur l'équivalent de la Tour Eiffel de Nice. C'est ce qu'on a appelé pendant de nombreuses années ce casino Jetée Promenade. Et il a une histoire incroyable et c'est demain notre invité Jean-Paul Potron qui a signé un très beau livre sur cette Jetée Promenade qui sera notre invité en lieu et place de Jean-Pierre Barbero. Et on fera du rickshaw à la niçoise, vous verrez, c'est très sympa, c'est très rigolo et en cuisine ce sera la panna cotta qui sera à l'honneur. En attendant, on déguste donc notre foie gras pot au feu. Bon appétit, à demain. Merci mon petit foie gras, c'est très joli. Il est gras le foie gras.